C'était vendredi dernier à 23h11. En quelques secondes, le Maroc bascule dans le chaos frappé par le séisme le plus violent de son histoire et le plus meurtrier depuis 60 ans. Près de 3000 morts désormais et le double de blessés. Dès le lendemain, nos envoyés spéciaux se sont rendus sur les contreforts de l'Atlas, au plus près de l'épicentre et de tous ceux qui ont tenté de retrouver des survivants. Maroc, une semaine en enfer, c'est un reportage exceptionnel signé Fabrice Babin, Dominique Marie, Juan Palencia, Théo Touché avec Yves Quant, Emmanuel Abrun. Sur les routes sinueuses des montagnes du Haut-Atlas, tandis que des ambulances, sirènes hurlantes, descendent vers la ville, un cortège de jeeps fait le chemin en sens inverse et grimpe dans la montagne à toute allure, le coffre rempli de vivres. Après 2 heures de route, la bourgade de Douzrou est enfin en vue. L'épicentre n'est qu'à quelques kilomètres de ce village de 500 habitants, dévasté par le séisme et privé de tout. Alistair, combien tu veux qu'on donne là-bas? Qu'est-ce que tu veux qu'on donne là-bas? On va faire le tri. Il faut faire le tri des petits paquets, Cette Française de Marrakech a suivi des amis marocains pour porter secours aux habitants. Valérie et ses amis organisent la distribution de vivres auprès des villageois, livrés à eux-mêmes depuis le tremblement de terre. Assalamu alaikum Marty. On a mis des messages sur Facebook, on a fait des dons, on a beaucoup de dons. Voilà, ça c'est un petit sourire. Tiens, ils ont besoin et on a demandé aussi, c'est nos frères musulmans, tout ça, on a demandé aussi des linges pour aussi enterrer dignement les gens qui sont décédés. Donc on va faire tout, on est une grande équipe, grande solidarité. Quelques sourires d'enfants après le chaos des derniers jours. Voilà. On a un peu presse, on a au moins des gaz pour nettoyer. Voilà un peu nettoyer. On peut ramener et puis au moins de regarder son. Eh ben, il a eu des coups à la tête, à l'épaule. Bon, ça va, c'est pas trop grave. Le plus important, c'est parce qu'il a eu un gros éboulement sur la hanche gauche. Et voilà, il n'arrive pas à bouger là. Enfin bon, on va tout faire pour le transporter et le déposer à l'hôpital. Les éboulements n'ont en revanche pas épargné les 2 enfants de Mohamed qui ont péri dans le tremblement de terre. Bien sûr que je vais rester ici. J'ai pas d'autre endroit où aller. Je vis ici. J'ai grandi ici. J'ai pas le choix. À son drame s'ajoute une urgence, trouver un abri. Car sa maison a été détruite par le séisme, comme la plupart des habitations de ce village. Regarde, tout s'est écroulé. Le voisin de Mohamed est encore sous le choc. La terre a tremblé. On a été surpris, ma femme était à l'intérieur. T'as compris? Je l'ai tirée. Moi, je me suis éjecté, elle est remontée en haut et je l'ai retirée vers moi. Et on s'est enfui. On n'a plus d'électricité, plus d'eau, plus de téléphone. Et nous, on dort dehors. Alors que les températures chutent la nuit à cette altitude, les bénévoles montent à la détente, fragile refuge. À Douzrou, au moins 22 personnes ont trouvé la mort. Le Maroc a basculé dans la tragédie il y a une semaine, dans la nuit de vendredi à samedi, peu après 23 heures. En un instant, cette paisible terrasse de restaurant se vide de ses clients paniqués. Sous leurs pieds, la terre vient de commencer à tanguer. Il y a un tremblement de terre. Dans ce riad aussi, sous les yeux des touristes incrédules, les premières secousses sont visibles à la surface de la piscine. Chez cet habitant, un bruit sourd.
Quelques verres qui s'entrechoquent signalent l'arrivée du tremblement de terre. What the fuck? Alors que les murs se fissurent, cette caméra de vidéosurveillance capte la fuite des habitants de cette villa. Ce mariage est brusquement interrompu. La panique s'empare des invités. Les secousses intenses se succèdent. Au milieu des cris, cet autre bâtiment est ballotté, puis cède. Dans les rues de Marrakech, dans la vieille ville, commence alors une fuite. Face à un ennemi invisible. Jusque dans ce centre commercial moderne. Et ses escalators. Dans les minutes qui suivent le séisme, ce propriétaire partage sur les réseaux sociaux les dégâts subis par son appartement. Regardez la catastrophe. Oh, c'est fini l'appartement. Je vous le dis tout de suite. C'est terminé. Regardez, fissures là-bas. Regardez là, là. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Regardez là. Regardez par terre. Partout. Regardez, fissures là. Regardez-moi ça. Alhamdoulilah, c'est pas... heureusement qu'il y avait personne dans l'appartement. Regardez-moi ça. Avec la fin des secousses, apparaissent les premières questions. Les immeubles encore debout tiendront-ils? Peut-il y avoir des répliques? Des couvertures sous les bras. Spontanément, les Marrakechis se regroupent dans les parcs, sur les places, à distance des murs et du danger. Le lendemain, les premières lueurs du jour permettent enfin de mieux mesurer l'ampleur des dégâts. L'un de nos journalistes qui se trouvait en vacances au Maroc nous envoie alors ses premières images. Quelques centaines de mètres dans la Médina, méconnaissable. Tout le monde est stupéfait ce matin. Là, je vous montre derrière moi, eh bien là, une partie de la façade de cette mosquée qui s'est effondrée avec les nombreux tas de gravats qu'il y a juste au sol. Et je vais prendre un bout de ces briques et on peut voir que c'est extrêmement fragile. Il s'agit de briques sans doute en partie faites de terre et beaucoup d'édifices à Marrakech sont bâtis avec ce type de briques. Donc on peut imaginer le nombre de façades qui sont effondrées. On peut voir d'ailleurs un véhicule qui a reçu toutes ces briques sur une partie de l'avant de cette voiture. Des dégâts considérables à Marrakech. Pourtant, l'épicentre se situe à 70 km de là. Dans la région d'Alaouz, là où trônent les montagnes de l'Atlas. Dans ces villages reculés, les destructions sont encore plus importantes. Des zones très difficiles d'accès, notamment pour ces sauveteurs étrangers, espagnols et britanniques, arrivés en renfort, avec du matériel de recherche très sophistiqué, drones, caméras thermiques, mais aussi de l'eau pour les sinistrés. Devant les tentes montées en urgence, briefing avant de partir sur zone.
Nous avons de bonnes infos grâce aux locaux et on a un contact sur place qui va nous aider à ratisser la zone et il vous sera très précieux. Il est probablement la meilleure source d'infos à laquelle nous avons eu accès depuis notre arrivée. Il y a un couvre-feu ce soir à 8 h. L'équipe de la protection civile s'assurera qu'on soit de retour à temps. Gardez ça en tête, surveillez l'heure. Si jamais vous êtes amené à vous séparer en plusieurs équipes, faites en sorte d'avoir un point de rendez-vous. Leur destination ce jour-là, Aminen Tala, un petit village dans les montagnes de l'Atlas, perché à 1500 mètres d'altitude. À perte de vue sur cette terre ocre, des gravats par milliers jonchent le sol, des énormes blocs de pierre qui par endroits empêchent l'accès à ce village reculé. Ici, 90% des bâtiments sont détruits. Le séisme a secoué les maisons qui se sont effondrées en quelques minutes à peine. Ce jour-là, les sauveteurs britanniques mettent 1h30 pour rejoindre le village. Nous allons rencontrer les habitants. On est ici pour la journée. On est l'équipe de sauvetage et de recherche britannique. Nous sommes venus avec des capteurs sonores pour tenter de trouver des survivants. Pour l'instant, nous n'avons pas identifié de rescapés. Malgré leur matériel de pointe, les capteurs restent silencieux. Sous les coups de pelle, ces secouristes ne sortent que des cadavres des décombres. Pour comprendre l'ampleur des dégâts, il faut mesurer la taille de ce rocher. En fait, c'est tout un pan de la montagne qui s'est abattu sur ce quartier. Il y avait des maisons en dessous. Elles ont été littéralement écrasées avec leurs habitants. Au milieu des ruines, la brigade cynophile espagnole entre en action. Son chien s'engouffre partout et renifle le moindre centimètre carré à la recherche d'éventuels miraculés. Une course contre la montre et un espoir qui chaque seconde s'amenuise un peu plus. Le temps est un facteur essentiel dans ce type de tragédie. Avec ce type de construction et avec ce genre de séisme, plus vous arrivez vite, plus vous avez des chances de trouver des personnes en vie. Un peu plus loin dans le village, une autre équipe cynophile est elle aussi à pied d'œuvre. Penchée au-dessus des décombres, Malika essaie de donner des indications aux sauveteurs. Ici, il y avait un grand salon. Il y avait un grand salon. Après, il y avait une chambre, il y avait une deuxième chambre, et troisième, et après un grand salon de nouveau. Sa mère, Jamou, 68 ans, et sa nièce, Shaïma, âgée de 13 ans, ont été ensevelis sous leur maison. Malika est franco-marocaine et vit dans l'est de la France. Sans nouvelles de ses parents après le séisme, elle a pris le premier vol disponible et est arrivée dimanche avec son mari Youssef pour participer aux recherches avec les autres habitants, fouillant les gravats durant les premiers jours avec les moyens du bord. Ils ont abandonné les gens qui sont en dessous. Là, aujourd'hui, il y a les pompiers. C'est la première fois que vous voyez de l'aide qui arrive. Hier, il y avait la gendarmerie. Avant-hier, je ne sais pas, ils disent qu'il y avait l'armée, mais on n'a rien vu, on les a pas trouvés. Après, ils viennent tous comme ça, mais il n'y a pas le matériel qu'il faut. C'est le matériel qu'il faut. C'est le matériel qu'il faut. Du début. Ils auraient été là du début. Il y aurait des vivants, je veux dire. Il y aurait des vivants. On aurait peut-être pu sauver votre maman, vous pensez? Oui, parce que les gens, ils l'ont entendu. Ils l'ont entendu parler. C'est ça qui fait malheureux. Moi, c'est ça qui me blesse, qui va me blesser à vie. Son père Brahim assiste depuis 3 jours, impuissant aux recherches. Lui a réussi à sortir de la maison au moment du tremblement de terre. Vous avez été blessé, vous? Laissé par là, tout jusqu'en bas. Là, tout. Brahim est né ici, mais a vécu une grande partie de sa vie en France, où il travaillait comme mineur. Cette maison, qu'il venait de terminer de construire, c'est là où il voulait s'installer pour sa retraite. Un lieu pour que toute la famille se retrouve. Cette maison, mes parents l'ont construite pour moi et mon frère, pour qu'on puisse revenir ici en vacances, qu'on ait un pied-à-terre, qu'on ait un endroit où venir en vacances. Dans notre village, je suis né ici, moi. Je suis né ici.
Comme Malika, sa sœur, Boujema vit lui aussi en France et il est arrivé dès que possible après le séisme. C'est quand on est arrivé ici que mon père nous a dit qu'elle était toujours en dessous. Et on s'est mis automatiquement à creuser, à chercher. On a fouillé partout avec des masses, des pioches. Et toute la journée. Arrivé le soir, on l'a toujours pas trouvé. Voir aujourd'hui les secouristes s'activer sur les décombres avec du matériel plus efficace le soulage un peu. Mais il ne se fait désormais guère d'illusions sur les chances de retrouver sa mère vivante. On n'a pas d'espoir. Tout ce qu'on veut, c'est la retrouver, l'enterrer dignement. Il y a une petite fille qui était tout le temps collée à elle. Partout où elle allait, elle était collée à elle, elle la prenait partout. Les secouristes viennent de retrouver un corps. Ah, vous l'avez vu? Il y a les pieds. C'est une fille ou une dame? Je ne sais pas où il y a une fille, mais... Petit pied. Fille, oui. Il s'agit de la petite nièce, Shaima, âgée de 13 ans. L'enterrement a lieu aussitôt à la sortie du village. Ce jour-là, 25 corps sont extraits des décombres. Les sauveteurs n'ont retrouvé aucun survivant. Si certains ont perdu la vie, d'autres ont perdu leurs rêves. C'était un petit paradis, à 1h30 de Marrakech, aux portes de l'Atlas. Sébastien a acheté ce terrain il y a 7 ans. Ça n'était alors qu'un champ. Il l'a transformé en chambre d'hôte. Il vit sur place. Aujourd'hui, la moitié du bâtiment est réduite à néant. Il doit sa survie ainsi que celle de ses clients au fait d'avoir été à l'extérieur au moment du tremblement de terre. Dans la nuit de vendredi à samedi, ils sont une vingtaine de clients dehors. Ils profitent de la douceur de la soirée. On était ici exactement. On était assis ici. Ouais, on n'a pas encore ramassé le verre. Il y avait des gens qui étaient ici. Et puis d'un seul coup, on a entendu un drôle de bruit, un brrr, comme ça. Je me suis dit, mais j'ai pas compris, qu'est-ce qui se passe? Et d'un seul coup, ça s'est mis à bouger. Mais quand je dis à bouger, c'est incroyable. Quand on voit le sol, il n'y a rien du tout, mais ça montait de 20 cm, quoi. Oh, et on a sauté. On était par terre, on a sauté. Personne n'a rien compris. Après, il y a une des dames qui dit « c'est un tremblement de terre ». Sébastien remonte vers la maison. Arrivé à la piscine, c'est la désolation. C'est ici, en arrivant, plein de fumée. Il y a des vagues sur la piscine, là. Je m'avance. Je vois des vagues sur le côté ici qui viennent jusqu'à moi, Je continue à m'avancer et c'est en arrivant à peu près ici, 1 mètre peut-être avant là, que je vois de la terre. Je dis c'est quoi ça? Et en s'approchant, on voit le résultat. Pour nous ici c'est une catastrophe, mais c'est pas dramatique. Dans l'hôtel de Sébastien, tout le monde est indemne, par miracle. Son bébé qui dormait à l'étage était dans la partie de la maison qui ne s'est pas écroulée. Les clients aussi sont choqués, mais sains et saufs. Donc on a essayé de rassurer un maximum qu'on pouvait, mais franchement c'était vraiment pas facile et c'était pas facile pour nous en premier déjà. Vous aviez peur aussi? On a eu peur à ce moment-là, une fois qu'on a vu ce qui s'est passé. Cet ancien chef d'entreprise dans le bâtiment a mis 5 ans pour aménager les lieux. Après le Covid, il a décidé de s'installer définitivement au Maroc avec sa compagne Rizlan. C'était la première fois que j'ai vu ça dans ma vie, alors ça m'a tellement choquée. Jusqu'à maintenant, je comprends, je dis que c'est peut-être un rêve. Il y en a qui ont réussi à récupérer un petit peu d'affaires, mais bon, tout le monde n'a pas récupéré toutes ses affaires. Il y a des papiers, il y a des passeports qui sont ensevelis.
Les clients ont tous quitté l'hôtel. Sébastien a gardé leur contact pour leur rendre leurs affaires encore bloquées sous les décombres. Lui n'est toujours pas sorti du complexe. Il a trop peur de ce qu'il pourrait découvrir dehors. Encore une fois, j'ai connu des incendies, des dégâts des eaux, mais là, on a l'impression que la terre va se lever et que on ne sait pas où on va aller. Sébastien avait investi toutes ses économies. Il va devoir repartir de zéro. Mais il s'estime malgré tout chanceux. Et je me dis, mais nous, on a eu de la chance, mais il y en a. Les pauvres, quand tu vois des familles, des villages complets qui sont disséminés. À Amy Smith, donc c'est le village à côté de chez nous. Selon un premier bilan provisoire, plus de la moitié des victimes est originaire de cette région. « 72 heures après le séisme, à Talat En Yaaqoub, des pelleteuses entrent en action pour soulever les immenses blocs de béton et tenter de retrouver encore des victimes. Installé à la hâte, en plein air, un hôpital de fortune accueille des survivants du village voisin de Taourirt. Les premiers soins d'urgence sont prodigués sur place, au pied des ambulances. On a reçu un peu une vingtaine de patients depuis le matin. On a essayé de faire le triage entre des pronostics graves, des pronostics fonctionnels. Parce qu'on a reçu des soins primaires ici, on les peut gérer, mais les autres, on les transférait déjà. Dans cette cohue, une miraculée est arrivée ce matin. Comme d'autres survivants, Meriem vient du village isolé de Taourirt. Elle a passé 3 jours ensevelie sous les décombres de sa maison. Sauvée in extremis, mais prostrée dans l'ambulance, sous le choc d'apprendre que sa mère a trouvé la mort. Ses blessures ne sont pas graves, mais elle n'a plus sa maman. Un autre oncle et sa tante sont aussi blessés. Presque toute la famille est touchée. Aucun mot ne peut sortir de sa bouche, mais elle reprend volontiers des forces après plusieurs jours sans manger. Un peu plus loin, Agar est seul sur sa chaise. Brahim, son père, réalise à peine. Il a dû attendre 3 jours qu'une ambulance puisse accéder au village. Moi, mon frère et un voisin, on a fouillé les gravats sur une trentaine de mètres. Et sur 30 mètres, il n'y avait que des gens morts. Souffrant de contusion, lui et la petite Meriem sont pris en charge dans un hôpital près de Marrakech. Nous les retrouvons 2 jours plus tard autour d'un thé, dans un centre d'accueil provisoire au sud de la ville. Meriem affiche ce jour-là un timide sourire et se remet à parler doucement. J'ai le bras cassé. Est-ce que ça te fait mal? Non, ça va, pas trop. Qu'est-ce qu'il t'est arrivé? Ni Brahim ni elle n'évoquent la mort de sa mère. Pas un mot non plus sur son grand frère, encore en réanimation à la suite d'un traumatisme crânien. Est-ce que tu as froid la nuit? Non, pas trop, ça va. Tu es à l'aise ici ou tu veux retourner à la maison? Non, je préfère rester ici. La famille berbère vivait à 11 dans la même maison au village. Ils ont perdu 4 personnes dans le séisme, leur toit et toutes leurs affaires. J'espère qu'on va rester unis, qu'on puisse rester une seule famille. C'est tout ce que je souhaite. Qu'on ne s'éparpille pas, c'est tout ce que je souhaite. Regardez, c'est celle-là ma maison.
Ces quelques photos prises à la va-vite témoignent de l'ampleur des dégâts. Un village rasé. Ils le savent, ils mettront du temps à rentrer chez eux. Une longue reconstruction pour faire le deuil de leurs proches et de leur vie d'avant. Meriem, elle, dit vouloir retourner à l'école au plus vite.